qu'il faille en prendre pour limiter les pratiques délétères de ces fonds d'investissement, de retournement, family offices, qui fragilisent dramatiquement parfois ces entreprises. Voilà. Rejoignez-vous par exemple l'avis du président de la Fédération bancaire française qui dit qu'il faut réguler ces fonds autant que le sont aujourd'hui les banques de ce pays. Merci Madame la rapporteure. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, hein, donc je vais essayer de faire une réponse, je dirais, en entonnoir. Depuis 2017, on a 300 sites industriels de plus en France qu'on en avait à l'époque. Et je l'ai dit en introduction, je le regrette, mais j'allais dire c'est la vie du capitalisme. On peut être pour ou contre. Ces 300 usines en plus cachent évidemment beaucoup plus d'usines en plus et des usines qui ont disparu. Et j'allais dire, avec ou sans fonds d'investissement, ce mouvement aurait eu lieu. Il y a des secteurs qui sont aujourd'hui face à une concurrence internationale extrêmement forte, d'autres qui sont en plein essor et en plein développement, des entreprises qui vont bien, des entreprises qui vont mal. Certaines d'entre elles qui vont bien ont des fonds d'investissement à leur actif, certaines d'entre elles qui vont mal ont des fonds d'investissement à leur actif, certaines d'entre elles qui vont bien n'ont pas d'un fonds d'investissement à leur actif, et certaines d'entre elles, malheureusement, qui vont mal, n'ont pas d'un fonds d'investissement à leur actif. Donc je me garderai, en tout cas personnellement, même si j'entends que c'est un peu votre thèse, de qualifier l'ensemble des fonds d'investissement de fonds prédateurs. Il y a des fonds qui entrent au capital des entreprises toutes les semaines, dont on n'entend pas parler. Et j'allais dire, c'est normal, ça va avec l'exercice. On va plutôt entendre parler, dans le cadre de votre commission, des trains qui n'arrivent pas à l'heure que des trains qui arrivent à l'heure. Mais il y a des dizaines et des dizaines de trains qui arrivent à l'heure, fonds d'investissement ou pas. Vous avez mentionné ce que vous appelez les family office. Qu'est-ce que c'est qu'un family office? Parce que ça peut donner l'impression. Ce sont de grands entrepreneurs français et européens qui ont très bien réussi grâce à des entreprises qu'ils ont créées, développées, fait croître, et qui décident d'investir leur capital dans le capital productif, y compris dans des entreprises françaises et européennes. J'allais dire merci, chapeau. On en a besoin de plus encore de capitalistes français qui réussissent et qui, en retour, décident d'investir davantage dans notre capitalisme français-européen. Je le répète, le malheur du capitalisme français-européen aujourd'hui, c'est que le capital y est créé et qui part ailleurs, et qui part s'investir ailleurs dans le monde. Donc voilà, moi je suis extrêmement prudent sur les généralisations, je le dis dans mon introduction. Il y a des fonds qui ont des pratiques, pour certaines, délétères, et il faut les combattre. Pour d'autres, parfois, c'est plus rare, des pratiques même illégales. Et là, dans ce cas-là, on les poursuit. Et puis, vous avez cité un certain nombre d'exemples. Je ne les ai pas tous notés, mais je pense qu'y compris dans les exemples que vous avez cités, certains n'étaient pas achetés par des fonds et d'autres se sont plutôt bien déroulés. Donc, donner l'impression que toutes les entreprises qui sont achetées par des fonds sont dans une logique de prédation et ou de disparition, je pense que c'est sans doute exagéré. On y reviendra sans doute quand on parlera des différents exemples. Vous avez évoqué les opérations de LBO, qui sont effectivement les opérations, je dirais, traditionnelles. C'est environ 2/3 des opérations de capital investissement qui permettent de financer les investissements dans les entreprises dites privées. C'est 17 milliards d'opérations de type LBO en 2024 sur 26 milliards au total. 4700 entreprises françaises ont fait l'objet d'une opération de type LBO depuis 2015. Et évidemment, ce ne sont pas 4700 opérations ni de prédation, ni heureusement de faillite d'entreprise. Est-ce que les LBO ont un traitement fiscal avantageux? Une opération avec effet de levier implique un prêt, des intérêts, une charge financière. Les charges financières pour toutes les entreprises, fonds de placement privés ou autres, sont déductibles de l'assiette d'impôt sur les sociétés, mais évidemment, cette déductabilité est plafonnée. Les charges financières ne sont déductibles qu'à hauteur de 30% maximum de l'EBITDA fiscal de l'entreprise, 3 millions, selon le montant le plus élevé. Donc on est vraiment évidemment sur des avantages fiscaux avec un plafond, des règles anti-abus qui existent pour contrôler le traitement fiscal des opérations de LBO et évidemment une surveillance rapprochée de l'administration fiscale. Vous avez cité un certain nombre d'exemples, peut-être on y reviendra si vous le voulez, parce que j'imagine que vous avez des questions. Sur la régulation, et j'entends ce que vous a dit le président de la Fédération bancaire française, je n'ai pas suivi son audition directe, franchement, je m'en étonne. On n'est pas du tout dans le même métier. On n'a pas du tout les mêmes risques et on n'a pas du tout les mêmes clients. Heureusement que les banques sont régulées de manière plus forte que des fonds d'investissement, je le répète, qui ont comme clients des
investisseurs institutionnels éclairés qui prennent du risque de manière consciente. Quand vous ouvrez un compte chèque dans une banque française, vous ne souhaitez pas évidemment que l'argent que vous mettez dans mon compte chèque courant soit mis à risque par des stratégies d'investissement qui mettraient à risque ce capital. Et comme évidemment ce capital est garanti par les mécanismes de garantie des dépôts bancaires, la puissance publique que je représente ne souhaite pas que ce soit le cas non plus. Donc réguler les fonds, oui, ils le sont. Est-ce qu'il faut le faire plus? Peut-être que vous ferez des propositions à l'issue de cette commission d'enquête et je serai très heureux de pouvoir les regarder. Mais ce n'est pas du tout la même chose. On identifie les risques, ils sont suivis par l'autorité des marchés financiers. Les sociétés de gestion doivent rendre compte sur leur processus de gestion de risque. Levier, interconnexion avec les acteurs financiers, le risque systémique peut être suivi au niveau de la Banque de France et de la Banque Centrale Européenne. Mais on est dans des passifs très différents. 65 millions de Français d'un côté, des investisseurs institutionnels de l'autre, qui forcément conduisent à des régulations différentes. Bien, merci. Madame la rapporteure. Bien, je vous remercie. Je vais venir après sur les cas concrets, juste après, mais juste pour rebondir. Bon, je vous propose qu'on ne rentre pas dans le débat politique qu'on a déjà eu maintes fois. On n'est pas d'accord sur le constat sur la réindustrialisation, désindustrialisation. 2025, on a plus de destruction que de création d'usines. De mon point de vue, c'est les chiffres de l'INSEE. Mais surtout, on a des secteurs, et j'en arrive au sujet, qui s'effondrent. Et je pense particulièrement au secteur de la métallurgie, de la chimie. C'est là que notamment interviennent ces fonds d'investissement avec l'idée qu'il n'y aurait plus rien d'autre de toute manière pour les sauver. Donc évidemment, c'est un lien. Mais il y a aussi un investissement par le biais de LBO dans le secteur très rentable. C'est le cas, par exemple, de maisons de retraite, de laboratoires d'analyse médicale, avec des entreprises qui sont mises en difficulté. Je pense à Colisée ou Cerba. Et puis, c'est le cas notamment par exemple, des cliniques vétérinaires. Voilà, des secteurs très rentables aujourd'hui, avec des effets éventuels, ça a été dit en audition, par des représentants de cliniques des métiers vétérinaires, avec des effets, par exemple, sur les tarifs pratiqués, tout simplement. Parce que si vous voulez sortir un 15% de taux de rentabilité, sur quoi vous le faites? Sur la hausse des tarifs. Pour des marchés captifs. Donc oui, cette question de l'essor des fonds d'investissement qui viennent chercher des taux de rentabilité qui sont extrêmement importants, de 10 à 15%, tous nous l'ont dit, tous les PDG, les responsables et dirigeants de fonds nous ont affiché ces 10 à 15% de taux de rentabilité. J'en arrive maintenant à la régulation. Bien, vous dites, c'est pas la même chose les banques et les fonds d'investissement. Alors, j'ai une question très précise. N'êtes-vous pas aujourd'hui pour faire en sorte qu'il y ait des plafonds sur les leviers de dette par rapport à l'EBITDA, par exemple? Je suis très technique, mais aujourd'hui, on a des cas qui sont massifs de surendettement par des LBO, pas sur des petites entreprises. Je pense à Kemoine, mais à d'autres, où on a des effets de levier par la dette, c'est-à-dire un surendettement des entreprises parce que le fonds est venu acquérir cette entreprise par une dette excessive. On a des leviers qui sont absolument démesurés. Des experts de la finance nous l'ont expliqué en audition. Ça, c'est ma première question. Deuxième question très concrète. Les avantages fiscaux, par exemple, sur les management fees, sur les carrying interest, sur tout un tas de pratiques qui, par ailleurs, mettent en difficulté ces entreprises, ne pensez-vous pas qu'il faille réguler davantage à un moment donné ? Là encore, il y a pas mal de choses dans votre question. Je ne veux pas poursuivre la polémique plus avant, mais les chiffres de réindustrialisation, ce n'est pas l'INSEE qui les produit, c'est la DGE. C'est un baromètre que j'ai lancé quand je suis arrivé au ministère de l'Industrie. Et même en 2025, quand on tient compte des lignes de production ouvertes et fermées, on continue à ouvrir un peu plus d'industrie qu'on enferme en France. C'est insuffisant, mais le bilan reste positif. Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels l'intervention, j'allais dire, du capitalisme en général et des fonds d'investissement privés en particulier se pose? Sans doute. La question de l'avenir du grand âge et de la manière dont on va gérer l'autonomie en France, pour moi, c'est une question qui se pose et qui va sans doute se poser peut-être même à l'occasion de la campagne présidentielle. Et là-dessus, moi, je suis assez ouvert au débat. Il y a des biens communs et biens collectifs sur lesquels l'excessive marchandisation des secteurs se pose. Je ne suis pas un grand spécialiste des cliniques vétérinaires, je ne suis pas sûr que ce soit le cas des cliniques vétérinaires. Et je pense que les cliniques vétérinaires sont un bien parfaitement compétitif, ce qui fait que si certains investisseurs veulent
investir ce marché à des prix inférieurs à ceux qui sont pratiqués par les maisons que vous mentionnez. Je pense que le monde est libre et qu'on doit pouvoir, du coup, créer les conditions de la concurrence qui font que nos animaux chéris seront toujours aussi bien traités et à des prix inférieurs. Mais là-dessus, on va être d'accord pour pas être d'accord. Je pense qu'il y a une large partie des secteurs d'activité dans lequel la concurrence a ses vertus et dans lequel les fonds d'investissement en soi ne sont pas nécessairement à l'aune et à l'origine ni de tous les travers du monde, ni de toutes ses qualités d'ailleurs non plus. J'insiste vraiment, pour moi, ils font partie des acteurs qui peuvent permettre de financer l'économie réelle. Ils le font parfois bien, ils le font parfois moins bien. Mais voilà, ils font partie du monde dans lequel on est. En revanche, attention, donner l'impression, comme vous le dites, que tous les maux de l'industrie française sont liés à des fonds d'investissement, on y viendra sans doute. Moi, j'ai traité un certain nombre de cas particuliers dans lesquels, si j'avais pas eu de fonds d'investissement, il y aurait juste pas d'entreprise du tout. Elle serait morte. Donc, évidemment, il y a un certain nombre d'entreprises en difficulté dans lesquelles, j'allais dire, les repreneurs se multiplient pas au portillon et dans lequel on fait, j'allais dire, avec ce qu'on a. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire n'importe quoi, on met en place en général des conditions et c'est le rôle des tribunaux de commerce de s'assurer que la reprise soit durable. Mais typiquement, la métallurgie et la chimie, qui sont deux secteurs que vous avez mentionnés, fonds d'investissement ou pas, ils font face aujourd'hui à des contraintes concurrentielles extrêmement fortes, à un monde dans lequel un certain nombre de zones, notamment en Asie, ont mis en place